parce que c'est extrêmement, il y a un travail tout à fait important dont vous êtes le témoin là, mais aussi au-delà de recommandations, d'outils de communication pour diffuser au maximum tous et toutes et au corps et vie. Je vais en fait vous laisser travailler puis écouter avec intérêt vos questions. Le dispositif démarre, doit se répandre, et je pense que si la PrEP en sus, comme disait Willy Rosenbaum, des autres outils de prévention se répand, on arrivera peut-être enfin à casser le plancher de verre qui fait qu'on n'arrive toujours pas à descendre en dessous des près de 2500 nouveaux cas de VIH en Ile-de-France chaque année. Voilà, la PrEP doit nous y aider. Donc, bon travail, et puis je vous écoute avec attention. Merci. Jean-Michel, c'est à toi donc. Oui, merci Willy. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir participer à cette réunion qui a pour objet de vous donner un maximum d'informations autour de la PrEP. Alors, je ne sais pas si je peux partager. Oui. Il faut que tu me donnes l'autorisation de partager mon écran, Willy. Tu l'as. Ah, alors jusqu'à présent, je ne l'avais pas. Ah. Tu as désactivé le partage d'écran pour les participants. Non, non, c'est… C'est ce que j'ai, moi, sur mon… Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Bon, mais moi, je n'y arrive pas. Alors, attends, peut-être que maintenant, c'est bon, alors. Ça y est, c'est parti. Donc, je vous ai envoyé dans le chat le lien pour le site internet du Corévi Île-de-France-Est où vous trouverez les informations dont Willy vous a parlé, à la fois des documents, des numéros de téléphone ou des adresses e-mail pour demander des avis par téléphone, et puis aussi des emails et téléphones pour prendre rendez-vous éventuellement pour ce qu'on appelle entre guillemets des stages, c'est-à-dire où vous puissiez venir doubler une consultation, voir un petit peu comment ça se passe à l'hôpital ou en Cégide, pour que vous soyez familiarisés avec ces consultations qui ne sont pas très compliquées, mais c'est bien d'avoir vu une ou deux fois avant de démarrer soi-même. Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est dans la demi-heure qui suit, un exposé, on va dire assez général sur la PrEP, où en est-on aujourd'hui, et on aura du temps ensuite pour répondre à vos questions. Alors, ça, ce sont mes liens d'intérêt avec l'industrie, en particulier avec Gilead, qui nous a fourni d'ailleurs des médicaments pour les essais cliniques dont je vais vous parler, en sachant qu'aujourd'hui, nous avons un grand nombre de médicaments génériques qui permettent de prescrire la PrEP à moindre coût, j'y reviendrai. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau mondial, les données de l'ONU-SIDA et de l'OMS en 2020 rapportaient plus de 37 millions de personnes infectées par le VIH, vivant avec le VIH, et parmi celles-ci, 1,5 million de personnes nouvellement infectées. Alors ça, c'est plutôt bien par rapport à l'année 2010. Il y a une réduction de ces nouvelles contaminations de près de 30%. Mais malheureusement, dans la région Europe de l'OMS, il y a plutôt une augmentation du nombre de nouveaux diagnostics. Et ça souligne à quel point il est important d'améliorer la prévention contre le VIH. Alors, quels sont les outils qui sont à notre disposition pour la prévention? Eh bien, il y a ce que les anglo-saxons appellent ABC, l'abstinence, la fidélité, l'utilisation des préservatifs, dont bien sûr, il faut renforcer l'utilisation car c'est un outil essentiel dans la prévention du VIH et des maladies sexuellement transmissibles. La circoncision masculine a aussi démontré son efficacité en réduisant de près de 60% le risque de transmission du VIH de la femme vers l'homme. Et ça, c'est depuis les années 2005, ce qui fait que nous avons actuellement dans le monde beaucoup de programmes de circoncision qui sont mis en place. Alors, je vois dans le chat, là, quelqu'un a l'air de ne pas bien voir les diapositives. Je ne sais pas si c'est le cas de tous. Donc, voilà, il va y avoir un moyen pour que vous puissiez voir bien les diapositives. Alors, un autre élément, bien sûr, de prévention de la transmission, c'est le traitement des personnes déjà infectées. Et ça, on le sait. Dans les essais, on avait 96% de risque, de diminution du risque lorsqu'une personne séropositive était sous traitement. Et les 4% restants étaient liés à des personnes dont la charge virale n'était pas contrôlée sous traitement. En revanche, chez les personnes dont la charge virale est indétectable, plusieurs études ont montré de façon répétée qu'il n'y avait pas, ni au sein d'un couple hétérosexuel ni homosexuel, de risque de transmission du VIH. Évidemment,
ce n'est valable que si la personne prend bien son traitement et que la charge virale est indétectable parce que suite à l'arrêt d'un traitement, quelques jours plus tard, 8 à 10 jours plus tard, la charge virale redevient détectable. Donc, ce paramètre-là est bien sûr dépendant de la bonne observance du traitement. Et puis, on a également un certain nombre de données maintenant qui nous démontrent l'intérêt des antirétroviraux en général en prévention. Alors ça date des années 94, où on avait pu montrer que chez la femme séropositive, le fait de lui donner une monothérapie à l'époque par l'AZT réduisait des 2/3 le risque qu'elle transmette le virus à son enfant, avec probablement un double mécanisme, à la fois une réduction de la charge virale chez la mère par l'AZT, et puis aussi, comme l'AZT traverse la barrière placentaire, une prévention du nouveau-né, en quelque sorte. Un peu plus tard, dans les années 97, on a démontré également, avec un niveau de preuve un peu plus faible, que la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire le fait de prendre de l'AZT quand on a été exposé à du sang d'une personne contaminée, notamment chez les soignants, les infirmières qui se blessent en faisant une prise de sang, eh bien, prendre de l'AZT dans les 48 heures suivant la blessure pendant 4 semaines réduisait de 80% le risque de contamination par le VIH chez l'infirmière. Et vous savez qu'aujourd'hui, on préconise bien sûr une trithérapie et plus seulement une monothérapie. C'est donc, vous voyez, un continuum qui fait qu'on arrive à aujourd'hui proposer la PrEP en prophylaxie pré-exposition pour les personnes qui sont séronégatives avant même qu'elles s'exposent au risque de contamination par le VIH. Alors, vous avez peut-être vu dans le métro parisien, il y a 2-3 ans maintenant, ces affiches de l'association AIDE qui faisaient la promotion de la PrEP pour vraiment expliquer pour le public, car le public a une information vraiment limitée sur la PrEP. Il y a peu de campagnes de communication, même il n'y en a pas, de campagnes de communication du gouvernement sur la PrEP comme moyen de prévention. D'ailleurs, il n'y en a même plus pour le préservatif. Et je pense qu'il serait pourtant très utile qu'on relance des campagnes d'information et de prévention sur le VIH en parlant du préservatif, de la PrEP. Alors, qu'est-ce que c'est que la PrEP? Eh bien, c'est la prise d'antirétroviraux que vous démarrez avant l'exposition, donc avant le rapport sexuel, et qu'il faut poursuivre après le rapport pour s'assurer qu'effectivement, on ne puisse pas être contaminé. Alors, ça a été bien démontré, l'efficacité de cette PrEP dans le modèle macaque. On connaît le parallèle avec la prophylaxie antibiotique en préopératoire. Et puis, je crois que le meilleur modèle, on va dire, qui se compare assez bien à la PrEP pour le VIH, c'est la protection du paludisme, la prévention du paludisme. On utilise à la fois des moyens mécaniques, les moustiquaires, qu'on pourrait finalement comparer quelque part à un préservatif, et puis des médicaments anti-paludéens qu'on démarre, comme vous le savez, avant d'aller en zone d'endémie, qu'on poursuit pendant qu'on est en zone d'endémie, et qu'on arrête quelques jours après être sorti de la zone d'endémie. Eh bien, avec la PrEP, c'est la même chose. Alors, les premières études sur la PrEP qui ont vraiment démontré le concept du bénéfice de la PrEP datent des années 2010, où chez les homosexuels masculins en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, on a évalué dans une étude où les personnes, par tirage au sort, recevraient soit un comprimé tous les jours de Truvada, de FTC, tenofovir, ou de placebo. Et on avait sélectionné bien sûr des sujets à risque, c'est-à-dire qu'ils avaient de nombreux partenaires, qu'ils avaient des infections sexuellement transmissibles, des rapports sans préservatif, et on leur proposait de participer à cette étude, bien sûr en les accompagnant et en leur recommandant d'être vigilants, d'utiliser les préservatifs, de se faire aussi dépister pour les IST. Et les participants étaient suivis tous les mois en termes de sérologie VIH, avec également un accompagnement par des pairs qui leur permettaient de bien comprendre comment éviter le risque de contamination. Ce qu'on a vu après environ 14 mois de suivi, c'est que vous avez là à représenter l'incidence du VIH dans les deux groupes, et vous voyez qu'elle est plus élevée en rouge dans le groupe placebo que dans le groupe tenofovir FTC. Et vous voyez que si on regarde le nombre de contaminations sur ces 14 mois, il y en a eu 64 dans le bras placebo, 36 dans le bras tenofovir FTC. Donc une réduction relative de l'incidence de 44%, ce qui était la première fois qu'on avait un outil qui permettait de réduire l'incidence du VIH dans une population. Ce qu'on cherche à avoir avec un vaccin, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. Cette observation était évidemment très intéressante, mais le bénéfice observé était quand même faible, et surtout plus faible que ce qu'on attendait. On attendait au moins 50%, et vous voyez que l'intervalle de confiance de la réduction d'incidence variait entre 15 et 63%. Mais quand on a regardé chez les patients du bras tenofovir FTC, quelle était l'observance du médicament en mesurant les taux plasmatiques
qui devait être détectable, eh bien, on s'est rendu compte que seulement la moitié des gens prenaient tous les jours le traitement, ce qui montre bien que dans le domaine de la prévention, au-delà de la démonstration d'efficacité d'un traitement, ce qui compte, c'est que les gens le prennent et que donc ça s'adapte bien à leur mode de vie et à leur comportement sexuel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à cette époque, avec ces données, la PrEP a été autorisée aux États-Unis en 2012, mais pas dans le reste du monde, pas en Europe, où on trouvait que ces résultats étaient insuffisants et qu'on apportait la preuve du concept d'une efficacité, mais d'une efficacité qui était jugée insuffisante pour en faire un outil de santé publique. Et finalement, quand on a vu ces résultats, on attendait les résultats pour lancer, nous en France et au Canada, l'essai qu'on a mené avec l'ANRS et l'association AID, qu'on appelle l'essai hypergay, où on avait dans la même population d'hommes qui avaient des rapports sexuels avec des hommes, parce qu'il était plus facile de mobiliser cette communauté, qui représente 40% des nouvelles contaminations par le VIH en France, et puis surtout de mobiliser les acteurs associatifs pour expliquer ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait, c'était réduire le risque de contamination par le VIH dans cette population. Et donc, on a proposé à des hommes qui avaient des rapports sans préservatif de participer à cette étude où ils avaient dans un bras de la PrEP qui était donnée à la demande au moment des rapports sexuels, avant et après, ou bien un placebo. Et on faisait fort dans cette étude d'encadrer cette prescription avec tout un accompagnement pour réduire au maximum pour ces personnes leur risque de contamination par le VIH. C'est-à-dire qu'on leur fournissait du préservatif, des gels, on les dépistait pour le VIH régulièrement, on dépistait également les IST et le traitement des IST était fourni gratuitement pour que, justement, on limite aussi le risque de contamination par le VIH. On proposait le traitement post-exposition du VIH, on les vaccinait contre les hépatites. Et bien sûr, il y avait un accompagnement communautaire réalisé par l'association AID pour expliquer aux gens comment prendre la PrEP et puis comment réduire le risque de contamination. Et donc, ce qu'on avait planifié dans cette étude, c'est une réduction. On espérait qu'en proposant la PrEP à la demande, les gens la prendraient mieux et plus régulièrement parce qu'ils se souviendraient de la prendre au moment où ils s'exposent au risque, au moment d'un rapport sexuel. Et donc, on espérait une meilleure observance et donc une meilleure efficacité. Et on avait tablé sur 50% de la réduction d'incidence du VIH. Comme je vous le disais, on a fait ça en partenariat étroit avec le milieu associatif, c'était très important. Et le schéma qu'on a proposé était un schéma qui avait été validé chez les animaux, chez les macaques, où quand on donne la PrEP entre 2 heures et 24 heures avant le rapport sexuel, et puis on a une deuxième prise après les rapports sexuels, eh bien on protégeait les animaux. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de séparer la deuxième prise en 2 prises de 24 heures, espacées de 24 heures, pour que les gens n'oublient pas de prendre le traitement après l'exposition. Et on sait que dans les modèles animaux, c'est très important de prendre aussi un traitement après l'exposition, probablement parce que le virus n'affecte pas tout de suite finalement les tissus et qu'il faut qu'il y ait quand même une exposition de quelques jours après l'exposition au virus, une exposition aux médicaments suffisante pour empêcher toute contamination. Et donc le schéma, c'est 2 pilules au moins 2 heures avant l'exposition parce que c'est le temps nécessaire à obtenir les concentrations plasmatiques du médicament. Et puis 24 heures après la première prise, avec le rapport entre les deux, et encore 48 heures plus tard. Et donc, ce qu'on a observé, c'est la chose suivante, et l'étude a été interrompue par ce qu'on appelle le comité indépendant du fait d'efficacité de la PrEP. Et vous voyez que pendant les 16 premiers mois, il n'y a eu aucun cas de contamination chez les gens qui prenaient la PrEP, alors que dans le bras placebo en rouge, l'incidence du VIH était de près de 7%. Et à Paris, c'était même 9%. C'est-à-dire que dans cette population qu'on avait dans l'étude, eh bien, au bout d'un an, 9% des gens étaient contaminés par le VIH, ce qui est évidemment un taux d'incidence énorme en région parisienne. Et vous voyez que après 16 mois, il y a eu des contaminations, 2 dans le bras tenofovir FTC, qui étaient des personnes qui étaient lasses finalement de prendre les médicaments même à la demande, qui n'étaient pas sûrs que ça marchait et qui donc ont arrêté de les prendre et qui ont été contaminés. Donc, la réduction relative de l'incidence dans l'étude, elle était de 86%, donc nettement plus élevée que dans l'essai IPREX. Et puis surtout, si on ne s'intéresse qu'aux gens qui prenaient régulièrement la PrEP, eh bien, on avait 100% d'efficacité. Et on avait conclu et calculé que pour éviter une contamination dans ce groupe, il fallait traiter 17 personnes pendant 1 an pour éviter une contamination. Donc, vous voyez que c'était très intéressant comme stratégie de prévention. Alors, une fois qu'on a eu les résultats, on a donné la PrEP à tout le monde. 99% des gens qui participaient à l'étude ont accepté de continuer l'étude en recevant la PrEP, puisqu'elle n'était pas commercialisée, là on est en 2015. Et ils ont été suivis jusqu'à commercialisation. Et vous voyez, quand on regarde l'incidence
du VIH qui était de 6,6% dans le bras placebo, 0,9% dans le bras tenofovir-FTC. Et pendant la phase de suivi en ouvert, elle avait encore baissé cette incidence à 0,2%. Donc, une incidence très faible, ça veut dire 2 cas de contamination pour 1000 personnes suivies sous PrEP. Et vous voyez que la seule contamination que nous avons observée l'a été chez une personne qui avait arrêté la PrEP parce qu'elle pensait que maintenant qu'elle était en couple stable, elle n'avait plus besoin d'être protégée. Et malheureusement, elle n'a pas pris de préservatif avec son partenaire qui, lui, était contaminé. Et ça souligne deux choses. C'est que la PrEP, c'est très efficace. Vous voyez que là, on avait 97% de réduction d'incidence par rapport au placebo en tenant en compte la contamination de ces personnes. Mais que lorsqu'on ne prend plus la PrEP, eh bien, il faut rappeler aux gens, attention, il faut reprendre le préservatif, il faut être très vigilant avec le partenaire, être sûr que le partenaire soit bien séronégatif. Pardon. Alors, à la même période, on a eu également les résultats d'un essai anglais où la PrEP était donnée en continu. Les patients recevaient la PrEP soit tout de suite, soit au bout d'un an. Et vous voyez que l'incidence est passée de 9% à 1,2%, ce qui montre que dans cette étude de PrEP tous les jours où les gens l'ont pris régulièrement, eh bien, on avait une efficacité du même ordre que celle qu'on avait avec la PrEP à la demande. Tout ça pour dire que la PrEP, qu'elle soit prise en continu ou à la demande, a une efficacité qui est la même et que ce qui compte, c'est le fait de prendre correctement la PrEP. Alors, suite à ces résultats, en 2015, l'OMS a approuvé la PrEP et a recommandé la PrEP comme un moyen de prévention additionnel pour les personnes à risque. Les personnes à risque étant définies par des personnes dont le risque de contamination par le VIH est d'environ 3% par an. Et vous voyez que dans la communauté homosexuelle parisienne, on était à 9%. Alors, pour aller plus loin, ayant démontré le bénéfice de la PrEP à l'échelon individuel, l'objectif est aussi maintenant de passer à l'échelle et de démontrer l'intérêt de la PrEP en santé publique. C'est-à-dire, est-ce que si on arrive à proposer, à faire utiliser la PrEP à suffisamment de gens qui n'utilisent pas les préservatifs et qui sont à risque de contamination par le VIH, est-ce qu'on peut arriver à faire diminuer l'incidence du VIH en France? Donc, l'étude que nous avons menée depuis 2017 avec l'ANRS, en région parisienne, avait pour but de suivre 3000 personnes qui prenaient la PrEP. Et les personnes la prenaient soit à la demande, soit en continu. Et on voulait, au bout de 3 ans, regarder quelle était l'incidence de la PrEP dans les deux groupes, et puis aussi, est-ce qu'on arrivait à démontrer cet impact sur les nouveaux diagnostics. Alors, malheureusement, on n'a pas pu avoir des données sur les nouveaux diagnostics de VIH. Vous savez qu'à cause du Covid, on n'a pas eu de retour des laboratoires à Santé publique France. Donc, Santé publique France n'a pas pu donner de chiffres fiables sur les diagnostics VIH 2019-2020. Peut-être qu'on aura en fin d'année des données plus fiables. Donc, on n'aura pas la réponse à cette question tout de suite. En revanche, on peut regarder quelle était la population en Île-de-France qui a participé à cette étude. Vous voyez que c'était essentiellement des homosexuels masculins, que la moitié étaient déjà des utilisateurs de la PrEP avant de rentrer dans l'étude, et que ceux qui l'utilisaient à la demande avaient plutôt moins de partenaires dans les 3 derniers mois que ceux qui l'utilisaient tous les jours. Et quand on regarde quelle a été l'incidence du VIH dans ces populations, on voit que globalement, on est encore plus bas que dans l'essai hypergay. On est à 1 pour 1000 de contamination par le VIH, et on a eu 6 cas au bout de 3 ans chez 3000 personnes suivies, avec autant de cas d'ailleurs chez ceux qui prenaient la PrEP tous les jours ou à la demande. Et là encore, ça confirme bien l'efficacité similaire des deux stratégies. Alors, ces données ont d'ailleurs permis à l'OMS de recommander la PrEP à la demande chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, et très récemment, l'OMS a étendu ses recommandations à tous les hommes. Donc maintenant, pour tous les hommes, on peut utiliser continu ou à la demande. Chez les femmes, c'est pour l'instant que le continu, parce qu'on n'a pas de données à la demande chez les femmes, même si voilà, il y a quand même une forte suspicion que ça marche. Dans le modèle macaque, ça marche. Dans le sang, on a les mêmes concentrations. C'est dans les tissus qu'on n'a pas exactement les mêmes concentrations dans le tissu cervical qu'au niveau anal. Et donc, voilà, il y a une petite incertitude, et du coup, par prudence, on ne recommande la PrEP chez les femmes qu'en la prenant tous les jours. Alors, où en est-on aujourd'hui de la situation de la PrEP en France? Comme ça vous a été dit, c'est remboursé depuis janvier 2016 et approuvé depuis janvier 2016. Donc, vous voyez qu'entre la fin des études et les recommandations internationales et l'approbation en France, on a été très vite. On a d'ailleurs été le premier pays après les États-Unis à avoir permis d'avoir la PrEP remboursée et approuvée. Et du coup, c'est dommage qu'en France, on ait une utilisation relativement faible de la PrEP.
Donc, la PrEP est recommandée pour les adultes à risque d'infection par le VIH. On a des génériques depuis le mois de juillet 2017, donc le coût de la PrEP devient maintenant très faible. Vous savez que les préservatifs sont remboursés et que vous avez, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, le passage complet en ville de la PrEP, ce qui fait que ça vous permet d'être un acteur important de la prévention du VIH parce que vous avez la possibilité de prescrire la PrEP et de la suivre. Et je crois que ça permettra à beaucoup de gens qui sont réticents, et on les comprend, de venir à l'hôpital pour recevoir ce traitement, qu'ils pourraient tout à fait recevoir en ville. Il y a des recommandations, et vous trouverez les liens sur le site du Corévi, de la HAS, du groupe d'experts de l'ANRS et du Conseil national du sida. Qui est éligible pour la PrEP? Bien, ce sont les adultes. Moi, j'ai eu quelques cas d'adolescents aussi. On peut la prescrire aux adolescents à partir du moment où il y a l'accord d'un majeur. Et ça peut être un parent. Moi, j'ai eu des parents qui sont venus avec leur enfant, qui étaient homosexuels et qui souhaitaient que leur enfant soit protégé au maximum et s'assurer qu'on pouvait bien leur prescrire la PrEP. Au niveau européen, la PrEP est autorisée pour les adolescents. Ce qui est évidemment essentiel, c'est de s'assurer que la personne qui vient pour la PrEP, c'est par définition quelqu'un qui est à risque de contamination par le VIH, et bien que cette personne ne soit pas déjà infectée par le VIH. Et c'est pour ça qu'il faut faire des tests sérologiques de 4e génération, on y reviendra, qui datent de moins d'une semaine au moment où on va commencer la PrEP. S'assurer que les gens ne soient pas en phase de primo-infection, qu'il n'y ait pas de symptômes de primo-infection, qu'il n'y ait pas d'exposition récente au VIH. Et s'il y a une exposition récente de moins de 48 heures, sans préservatif, là c'est plutôt traitement post-exposition qu'il va falloir prescrire. Il faut bien sûr qu'il y ait un risque de contamination par le VIH par voie sexuelle, que ce soit un risque passé ou futur. Si les gens viennent vous voir pour la PrEP, il est possible qu'ils aient décidé de ne plus utiliser le préservatif, alors on peut essayer de les en dissuader, ou bien de faire comme pour certains, ceinture et bretelles, c'est-à-dire préservatif et PrEP, parce que la préservatif, ça peut craquer, que quelquefois on a des rapports avec préservatif et sans, et donc d'avoir les deux est une précaution probablement supplémentaire. Alors, qui sont les personnes à risque de contamination par le VIH par voie sexuelle? Eh bien, ce sont les homosexuels masculins ou les transgenres. Alors, évidemment, ceux qui ont des rapports sans préservatif ou qui ont eu des IST dans le passé ou des traitements post-exposition ou qui prennent également des drogues au moment des rapports sexuels, et ça vaut la peine de les interroger à ce sujet. Et puis alors, au cas par cas, ça peut être une longue liste de personnes, et ça, c'est finalement au médecin de juger qui est à risque. Alors, ça peut être des gens qui sont originaires de régions, de pays de forte prévalence. En France, ce sont les DOM-TOM, on pourrait dire la région parisienne, on pourrait dire les pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est, ceux qui ont des partenaires multiples ou des toxicomanes par voie intraveineuse, si évidemment ces toxicomanes pouvant être eux-mêmes infectés par le VIH. Et donc là, aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de raison de limiter ces prescriptions. Et on est plutôt à un stade où si on veut avoir une couverture très large, alors il ne s'agit pas de donner la PrEP aux gens qui sont en couple stable, donc partenaire et séronégatif, ou donc partenaire a une charge virale indétectable sous trithérapie, là, ça n'a pas de sens. Mais dans les autres cas, il faut plutôt être inclusif qu'exclusif. Alors voilà un petit peu ce qui est proposé ou ce qui était proposé par l'HAS, qu'il faudrait sûrement réactualiser parce que le médecin traitant à l'époque n'était pas encore un acteur de la prévention. Et vous voyez, des populations à risque, on fait un test VIH, s'il y a des conduites à risque, eh bien, on va consulter pour avoir une prescription. On s'assure qu'il n'y ait pas de grossesse chez les femmes ou d'insuffisance rénale, même si le risque de toxicité rénale est très faible avec le tenofovir, à tel point que l'OMS est en train de retirer le suivi de la créatinine pratiquement de ses recommandations, mais pas encore en France. Et on recommande donc le préservatif ou le Truvada, schéma validé par l'AMM, un comprimé par jour, schéma non validé par l'AMM à la demande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non validé par l'AMM? L'AMM, c'est donné par l'autorité de santé au laboratoire qui en fait la demande. Eh bien, le laboratoire Gilead a fait la demande pour un comprimé par jour, il n'a pas fait la demande pour un traitement à la demande. Quand on prescrit à la demande, on prescrit 2 fois moins de médicaments, on consomme 2 fois moins de médicaments, et donc le laboratoire n'a pas voulu s'embêter avec cette demande. Alors, comment ça se passe en pratique, les consultations PrEP? Et comme je le disais tout à l'heure, vous êtes les bienvenus dans les différentes consultations qui sont maintenant nombreuses en Île-de-France, dans les hôpitaux, dans les Cégides. Il faut compter une bonne quarantaine de minutes. Et encore une fois, vous êtes les bienvenus pour venir voir avec nous comment ça se passe.
Donc, bien sûr, on évalue les antécédents, les comportements sexuels des personnes. On s'assure qu'ils aient bien un test VIH négatif. On leur envoie d'ailleurs avant la consultation, idéalement, une ordonnance pour qu'ils arrivent avec les résultats des tests. Ce qui fait que dès la première consultation, on peut prescrire la PrEP et les gens peuvent repartir avec leur ordonnance. On essaye d'avoir la créatinine avant de commencer et dépister les IST, chlamydia, syphilis, gonocoque, les hépatites, ce qui permet de les vacciner s'ils ne le sont pas. On les examine. On a souvent à la consultation des gens de 30-35 ans pour qui c'est la première consultation avec un médecin et du coup, c'est l'occasion bien de dépister d'autres problèmes de santé. Et les gens sont finalement heureux de pouvoir voir un médecin et d'être examinés. On explique ce que c'est que la PrEP, on fait une prescription pour 1 mois. Ça, c'est très important de la faire que pour 1 mois, la première prescription, parce que si jamais le test sérologique est pris en défaut et qu'on avait quelqu'un qui était en phase de primo-infection, eh bien, refaire un test 1 mois plus tard permet de rattraper la contamination et de ne pas attendre 3 mois pour revoir la personne avec une infection par le VIH. Et puis surtout, ça permet d'éviter, si on fait ce test très rapidement, de susciter, de faciliter l'émergence de résistance. Alors, c'est vrai que si on a un doute, quand on voit la personne, elle a un test négatif, mais elle vous dit qu'elle a eu des rapports sans préservatif fréquents ces dernières semaines, on peut aussi prescrire un test de PCR pour mesurer la charge virale dans le plasma. Voilà, c'est au cas par cas. C'est l'occasion aussi, cette consultation, de faire le point avec le patient sur sa prise de drogue, de l'adresser en consultation d'addictologie éventuellement, d'évaluer son état psychique. Il y a dans cette population quand même qui prend des risques sur le plan sexuel, ils prennent des risques également par ailleurs, et donc il y a souvent des tentatives de suicide ou des suicides même, et donc une évaluation psychiatrique, psychologique peut être nécessaire, de même qu'une anoscopie pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésions anales dysplasiques qui pourraient justifier un traitement. Et puis on planifie les rendez-vous. Ça, c'est un petit tableau pour expliquer que si on prescrit la PrEP à quelqu'un qui est déjà infecté, eh bien, on va sélectionner dans 48% des cas des résistances au traitement. Alors, ce n'est pas si catastrophique parce que ces résistances, c'est la mutation 184 qui est facilement contournée par les traitements qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Mais vous voyez que quand ces séroconversions surviennent à distance de l'initiation, il n'y a pratiquement plus de résistance. Pourquoi? Parce que quand les gens ne prennent pas le traitement alors qu'ils sont suivis sous PrEP et qu'ils sont contaminés, eh bien, ils ne peuvent pas développer de résistance puisque la résistance ne se développe que sous pression de sélection du traitement. Alors, voilà les schémas qui sont présentés. Donc, pour les femmes en haut ou pour toutes les personnes qui le souhaiteraient, le schéma tous les jours, c'est on commence à le prendre tous les jours pendant 7 jours et on considère qu'il faut cette accumulation de traitement pour être protégé en vert à partir du 8e jour. Et quand on arrête, c'est la même chose. Il faut reprendre le traitement pendant 7 jours après le dernier rapport à risque avant de pouvoir arrêter la PrEP si on veut l'arrêter totalement. Chez les hommes, eh bien, on peut faire la prise avec 2 comprimés d'emblée avant le rapport, au moins 2 heures avant, pour laisser le temps d'atteindre ces concentrations plasmatiques suffisantes, mais on peut le prendre 24 heures avant. Et puis ensuite, on va continuer tous les jours, s'il le faut, si on a des rapports sexuels réguliers. Et puis le jour où on va vouloir arrêter les rapports, eh bien, on va continuer avec seulement 2 prises de traitement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le schéma. Ce que je vais vous remontrer là, ici, s'il n'y a qu'un seul rapport sexuel dans la prise à la demande, on prend 2 comprimés 2 heures avant, on a le rapport sexuel, 24 heures après, on prend un autre comprimé, 48 heures après. S'il y a des rapports sexuels entre les prises, eh bien, à ce moment-là, il faut rajouter un traitement pour qu'il y ait toujours 2 prises après le dernier rapport. Alors, ce qui est important également, c'est ce qu'on a mis en place dans beaucoup d'hôpitaux et de CGIT, c'est de l'accompagnement. Cet accompagnement, dans le cabinet du médecin généraliste, c'est compliqué, sauf si vous avez un interne qui peut vous donner un coup de main, ou peut-être vos assistantes médicales maintenant, qui sont importants, cet accompagnement, pour mieux expliquer en détail, avec des manuels, avec des guides. Il y en a certainement qui sont téléchargeables sur les liens qu'on vous a donnés, pour que les gens puissent s'approprier un petit peu la PrEP. On leur envoie même avant la consultation un petit livret explicatif. On réévalue les conduites à risque et puis on aide la personne à répondre à des questions sur la PrEP. Alors, souvent, lors des consultations, moi, je dirige les gens vers le site de Santé publique France qui s'appelle Sexocef et qui donne des informations sur les risques sexuels entre hommes. Alors, on parle de la PrEP, on parle du préservatif, des vaccinations, du traitement post-exposition, etc. Et c'est bien expliqué et c'est assez pratique. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la délivrance de la PrEP? Donc, on a parlé
des prescripteurs. Donc, on a dit qu'il y avait les services hospitaliers spécialisés, les CGID, les généralistes maintenant, et c'est heureux parce qu'on espère qu'avec ce passage en ville de la PrEP, il va y avoir une augmentation de l'offre et donc de la couverture, et donc, on espère, une régression de l'épidémie. Vous savez que la prescription peut être délivrée en ville ou à l'hôpital, il y a toujours ce double circuit pour les antiviraux. Jusqu'ici, il y avait en France plus de 250 sites qui délivraient la PrEP, donc finalement, on a fait en sorte que ce soit très largement accessible. Si on fait le bilan de la prescription de PrEP en France depuis sa commercialisation en janvier 2016, en essayant d'analyser les gens qui ne sont pas en ALD, qui se font rembourser une boîte de tenofovir FTC, eh bien, il y a eu 32 000 personnes qui ont initié la PrEP. Et en février 2020, avant le Covid, on était à pratiquement 1500 initiations par mois. Alors, principalement chez les hommes, 97%, 43% en Île-de-France, vous voyez très peu dans les dom-tom alors qu'il y a une épidémie qui n'est quand même pas contrôlée du tout, et 88% des prescriptions à l'hôpital. Donc là, on voit bien qu'il faut changer ça. Il faut qu'il y ait plus de femmes, notamment à risque, et que les prescriptions se fassent en dehors de l'hôpital. Ça, c'était pour vous montrer les initiations de PrEP qui ont chuté pendant le Covid et qui reprennent là maintenant. Alors, est-ce que la PrEP peut vraiment permettre de contrôler l'épidémie? Alors, si on en croit le docteur Fauci, qui est bien connu maintenant pour son rôle de conseiller des différents présidents des États-Unis sur le Covid, eh bien, pour lui, c'est simple. Pour se débarrasser de l'épidémie du sida aux États-Unis, il faut le traitement comme prévention, c'est-à-dire le traitement des personnes infectées, et la PrEP. Pourquoi? Ça ne suffit pas le traitement des personnes infectées, parce que pour traiter les personnes infectées et qu'elles ne puissent plus transmettre les virus, encore faut-il les identifier et diagnostiquer l'infection. Or, vous savez qu'on n'arrive pas, avec les tests aujourd'hui, à diagnostiquer les gens en primo-infection facilement. Or, c'est le moment où les gens sont plus contagieux. Et donc, une personne qui est en phase de primo-infection, qui est le plus souvent asymptomatique, pourrait elle-même faire un test qui s'avère négatif, se croire non infectieuse et pourtant, malheureusement, contaminer ses partenaires. C'est pour ça que le partenaire doit prendre la PrEP et que finalement, quel que soit le statut de son autre partenaire, qu'il soit séropositif ou en incubation ou pas, il est protégé. Alors, si on regarde les données sur les cas de diagnostic VIH en Angleterre, vous voyez que chez les homosexuels en bleu, alors que jusqu'en 2015, le nombre de cas restait stable, vous voyez qu'entre 2015 et 2017, en 2 ans, suite à l'introduction de la PrEP, eh bien, il y a eu une chute de 30% du nombre de diagnostics chez les homosexuels masculins. Si on regarde dans le monde quels sont les pays qui prescrivent la PrEP, eh bien, vous voyez que c'est surtout les États-Unis, le Canada, le Brésil en Amérique. En Europe, la France et la Grande-Bretagne sont les pays où on en prescrit le plus. En Afrique, c'est beaucoup l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Thaïlande. Vous voyez que la Chine s'y met aussi. Donc, c'est quelque chose qui diffuse assez bien, peut-être pas assez vite, mais il y a pour l'instant plus d'1 million de personnes qui en ont reçu. C'est moins que ce qu'on espérait, au moins 3 millions en 2020, mais on a un objectif maintenant qui est à plus de 5 millions de personnes sous PrEP. Alors, qu'est-ce qu'il en est en France? On a les données jusqu'en 2018. Et vous voyez qu'en France, en 2018, on avait déjà, après 2 ans, 16% de réduction chez les homosexuels nés en France, alors que chez ceux qui étaient nés à l'étranger en orange, là, vous voyez qu'il y a plutôt une augmentation. Les homosexuels nés à l'étranger ont moins facilement accès à la PrEP. Et si on regarde à Paris, chez les homosexuels nés en France en rouge, on a eu une diminution entre 2015 et 2018 de près de 28%, ce qui est évidemment encourageant et on aurait aimé voir des données comme cela pour la France globalement. On attendra les données de Santé publique France. Si on compare le nombre de diagnostics annuels et le nombre de personnes qui utilisent la PrEP, vous voyez que le ratio en France, il n'est que de 3 sur 1, alors qu'il est de 5 aux États-Unis, de 13 en Australie, où ils ont pratiquement éliminé le VIH. Mais ils ont une épidémie qui était très concentrée chez les homosexuels masculins. Si en France, on considère qu'il faut traiter 17 personnes pour éviter une contamination et qu'on a 6 000 contaminations, il faudrait arriver à de l'ordre de 100 000 personnes sous PrEP. On en a 20 000 aujourd'hui, 20 à 30 000. Donc, vous voyez qu'on n'est pas si loin quand même. Alors, ce qui est important, c'est que compte tenu de l'efficacité de la PrEP en comprimé, et l'efficacité, elle est liée au fait que le médicament diffuse dans l'organisme et permet d'éviter la contamination des cellules, eh bien, les laboratoires se sont lancés dans l'évaluation d'un grand nombre d'autres modes de prévention du VIH par la PrEP. Alors, il y a des anneaux vaginaux que les femmes peuvent utiliser, donc ça se met 1 fois par mois au niveau du vagin et ça délivre en continu le médicament. Ça vient d'être validé par l'OMS. Des produits injectables qui vont être autorisés aux États-Unis, bientôt en Europe, une injection intramusculaire tous les 2 mois.
Et puis, on va commencer à tester, y compris en France, là, prochainement, des implants, où on espère, avec l'implant, avoir une concentration de médicaments qui va prévenir l'infection pendant au moins 1 an. Donc, vous voyez qu'on se rapproche finalement d'un vaccin. Et c'est important parce que si on regarde ce qui se passe chez les femmes, on a là le taux d'échec, le taux de grossesse pour 100 relations sexuelles. Et vous voyez que si on compare l'abstinence et le retrait lors du rapport sexuel, on est à 15% d'échec. Le préservatif et les contraceptifs en comprimé, vous avez le préservatif en vert, contraceptif en rouge, vous voyez qu'on est à 5%. Et vous voyez que préservatif et comprimé, c'est pratiquement équivalent en termes de prévention. Par contre, l'injectable en bleu et puis surtout l'implant en vert, c'est beaucoup mieux. Donc, on espère, avec ces nouveaux modalités de PrEP, dans les années qui viennent, eh bien, espérer avoir une efficacité encore plus importante, y compris chez les gens qui ont du mal à prendre des comprimés tous les jours. Et voilà les différents médicaments qui sont en cours d'évaluation actuellement, qui seront bientôt commercialisés. Donc, je m'arrête là et je conclus en disant que malheureusement, l'épidémie du sida en France n'est pas contrôlée et on craint beaucoup d'ailleurs qu'avec le Covid et la sortie du Covid, enfin, sortie relative, eh bien, il y a une sorte de relâchement de la prévention vis-à-vis du VIH et qu'il puisse y avoir un rebond d'épidémie. Donc, c'est vraiment crucial en ce moment de mettre l'accent sur la prévention du VIH. La PrEP, comme je vous l'ai montré, ça marche. Ça permet aussi d'identifier et de traiter les personnes qui sont infectées. Et les gens qui viennent pour la PrEP, quand on les teste pour le VIH, on a pu comme ça dépister des personnes qui ne se savaient pas infectées. Et bien sûr, ça doit s'intégrer la PrEP dans un programme global de prévention. Il faut combiner la PrEP avec tous les autres outils disponibles, y compris le préservatif. Je crois que ce qui est important, c'est de favoriser l'accès rapide à la PrEP des personnes à risque pour contrôler l'épidémie. Et en ce sens, il me semble que votre rôle là est essentiel. Voilà, je m'arrête là. Là, c'est notre équipe à Saint-Louis. Vous êtes les bienvenus pour venir nous rendre visite et les différents partenaires qui nous ont, depuis les années 2010, finalement, accompagnés dans cette recherche. Donc voilà, je m'arrête là et je suis à votre écoute pour répondre à des questions sur la PrEP en général. Merci Jean-Michel. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. En bas de votre écran, vous devez avoir, dans la petite rubrique réaction, la possibilité de lever la main. L'autre possibilité, c'est de passer par le chat. C'est comme vous le souhaitez. Alors, je vois une première question qui est effectivement importante, qui est celle des effets secondaires. Je n'en ai pas beaucoup parlé. Juste pour dire que le tenofovir, emtricitabine chez les sujets qui sont jeunes, parce que les sujets qui prennent la PrEP, le plus souvent sont jeunes, on a eu on appelle ça des prépeurs qui ont eu plus de la soixantaine. Le tenofovir peut entraîner une tubulopathie. Dans les études qui ont été réalisées, c'est quand même un phénomène exceptionnel qu'on dépiste par une petite protéinurie, une glycosurie et parfois une augmentation de la créatinine. Alors, c'est vrai que la PrEP est en principe réservée aux gens qui ont une clairance à plus de 60 ml/min. En dessous de 60 ml/min, on ne prescrit pas la PrEP. On peut prescrire, en tout cas pas la PrEP par le tenofovir emtricitabine, on pourrait prescrire le tenofovir alafénamide, mais là, il faut faire une demande particulière parce que ça n'est pas commercialisé en France, donc il faut demander une ATU. Autrement, comme je vous le disais, on considère qu'on ne doit pas finalement mettre un frein à la PrEP sur la fonction rénale si on n'a pas la créatinine le jour où la personne vient en consultation et qu'il faut quand même la monitorer. Alors, on dit au moins à 3 mois. Et puis, chez les sujets qui ont une fonction rénale normale, qui ont moins de 50 ans, qui n'ont pas de facteur de risque d'insuffisance rénale, qui ne sont pas diabétiques, hypertendus, 1 fois par an suffit. Dans les autres cas, on peut faire 1 fois tous les 3 mois lors des visites, puisque les visites en consultation ont lieu tous les 3 mois. Donc ça, c'est pour la toxicité rénale, qui est celle qui est la plus crainte, mais qui est en fait exceptionnelle. Un autre effet secondaire, ce sont les troubles digestifs, qui sont par contre plus fréquents, qui sont liés aux médicaments, surtout quand on prend 2 doses à la fois, et qui peuvent être atténués par d'abord l'habitude, et puis aussi la prise du traitement au moment des repas. Donc ça, c'est vrai qu'il faut prévenir les gens qui peuvent avoir un peu de diarrhée, un peu de nausée, que c'est normal, entre guillemets, ce n'est pas la majorité des gens, ça passe avec le temps, et ça passe en prenant le médicament avec un repas. Et en termes d'effets secondaires, c'est tout. Pour cette raison d'ailleurs, chez les gens qui ont une fonction rénale normale avant de démarrer la PrEP, finalement, qui sont jeunes et qui n'ont pas de facteur de risque d'insuffisance rénale,
il n'y a pas vraiment lieu de surveiller, de s'inquiéter particulièrement de l'insuffisance rénale. L'avantage de la PrEP aussi, c'est que compte tenu du métabolisme des médicaments, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Alors, j'ai une question sur les… je lis les questions au fur et à mesure, mais vous pouvez les poser de vive voix aussi, hein. Les grossesses sous PrEP, pas de problème. La PrEP n'est pas du tout contre-indiquée au cours de la grossesse. Et il est même d'ailleurs conseillé que les femmes enceintes qui ne soient pas séropositives, qui ont un partenaire séropositif, on sait que les femmes peuvent se contaminer pendant la grossesse. Si elles n'utilisent pas de préservatif, eh bien, elles peuvent tout à fait utiliser la PrEP. Il y a même une recommandation de poursuivre la PrEP. Alors, certains parlent d'élévation des transaminases sous PrEP. Bon, ça a été observé. En général, ce sont des augmentations modérées des transaminases. Ce dont on se méfie si quelqu'un qui est sous PrEP a une augmentation des transaminases, c'est qu'il n'ait pas une hépatite chronique B ou C, ou une prise d'autres toxiques ou d'autres médicaments. On n'a jamais dû arrêter la PrEP pour une cytolyse hépatique. On a l'expérience maintenant, on suit à Saint-Louis à peu près 4000 personnes qui prennent la PrEP. Donc, voilà, il est exceptionnel qu'on ait dû arrêter la PrEP, y compris pour des insuffisances rénales. En particulier, c'est un peu moins, c'est normal, la diminution de la créatinine qui est parfois observée est moins fréquente quand on prend la PrEP à la demande, parce que quand on observe d'ailleurs des tubulopathies au ténofovir, elles sont réversibles à l'arrêt du traitement, quand on arrête le traitement. Et après, on peut le reprendre. Jean-Michel, il y a deux questions par Laura Pariante. Y a-t-il une visibilité sur la possibilité pour les femmes de bénéficier du même schéma à la demande que les hommes? Et deux, les modalités de surveillance. Oui, alors comme je l'ai dit dans l'exposé, on n'a pas de données chez les femmes avec la PrEP à la demande, sauf le modèle macaque, où ça a été étudié et validé en PrEP à la demande après exposition vaginale des animaux. La question est de savoir comment la PrEP fonctionne. Est-ce que c'est juste la concentration sanguine qui est importante ou la concentration dans les tissus? Si c'est dans le sang, il n'y a aucune raison que ce soit différent chez la femme et chez l'homme. Ça ne l'est pas d'ailleurs. Si c'est dans les tissus, là, il y a une différence de pharmacocinétique puisque le ténofovir diffuse moins bien dans le tissu cervical, donc au niveau du col, qu'au niveau de l'anus et du tissu rectal. Et pour cette raison, et parce qu'on n'est pas sûr que la concentration dans les tissus ne joue pas un rôle protecteur, eh bien, pour l'instant, chez les femmes, ça n'est pas recommandé. Alors, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que si une femme ne prend pas le préservatif, et on a eu ces discussions avec des femmes africaines quand leur mari revient ou part en voyage, et demande à avoir des rapports sans préservatif, pour pas qu'elle soit éventuellement obligée de prendre la PrEP tout le temps, il vaut mieux qu'elle la prenne à la demande que pas du tout. Je ne sais pas si ça fonctionne aussi bien que chez l'homme, la PrEP à la demande chez les femmes, mais ça doit fonctionner quand même un peu. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, on n'a pas de données là-dessus, ça n'est pas recommandé, mais c'est probablement mieux de le faire que de ne pas prendre de PrEP. Il y a une question sur les modalités de surveillance. Ouais. Alors, les modalités de surveillance, je dirais que dans la surveillance, finalement, on en arrive à pas tellement surveiller le VIH, mais plutôt ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la prise de drogue, les IST, la vaccination des hépatites, le reste. Pour ce qui est de la surveillance du VIH, ce qui est évidemment indispensable, c'est un test de VIH tous les 3 mois qui conditionne le renouvellement de la prescription. Et ce test, à chaque fois, doit être daté de moins d'1 semaine. Et puis, idéalement, et en fonction du terrain, une mesure de la créatinine, éventuellement des transaminases, qui est en fait plutôt un marqueur de recherche d'hépatite, une co-infection par le virus des hépatites, plutôt que d'évaluer la tolérance hépatique du traitement. Donc, c'est ça, la surveillance minimum. Donc, c'est plutôt la prescription de tests pour les IST, en fonction de l'activité sexuelle des gens. Ça peut être tous les 3 mois qu'on fait des dépistages dans la gorge, dans l'anus, dans les urines, pour les chlamydia, les gonocoques, la sérologie de la syphilis et les hépatites. Si les personnes prennent de la cocaïne inhalée, il faudra dépister aussi les hépatites. Ou si les gens font ce qu'on appelle le SLAM, c'est-à-dire qu'ils s'injectent les drogues par voie intraveineuse, il faudra aussi dépister l'hépatite C ou les hépatites ou les autres hépatites et sûrement vacciner les gens qui ne le seraient pas contre l'hépatite B, contre l'hépatite A. Contre l'HPV, par contre, ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas utile chez les gens de plus de 25 ans, parce que, notamment chez les homosexuels masculins, ils ont déjà été contaminés par l'HPV, donc il n'y a aucune indication à prescrire le vaccin contre l'HPV, ça ne sert à rien.
Voilà. Là, je vois le phosphore, tout ça, non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne peut être qu'un facteur de confusion et qui va vous amener à arrêter le traitement alors que ça ne le justifie pas. Alors, les hépatites A en cours de PrEP, oui, quand ça survient, en principe, ça ne devrait pas parce qu'on aurait dû vacciner les gens avant. Donc, il n'y a aucune raison. Alors, le tenofovir et l'emtricitabine, c'est aussi un très bon traitement de l'hépatite B. Donc, en principe, les gens pas vaccinés qui prennent le traitement doivent être protégés contre l'hépatite B. Mais la règle, c'est plutôt de vacciner les gens contre l'hépatite B et l'hépatite A au moment où on les prend en charge pour un suivi de PrEP. Oui, bonjour. Je me permets de prendre la parole. Je voulais juste une petite précision parce que vous avez dit que l'AMM n'était que pour la prescription d'un comprimé par jour en continu. Mais du coup, en pratique, si la personne en face de nous souhaite une prise discontinue, on lui prescrit quand même un comprimé par jour et on lui donne le schéma à côté. Oui, tout à fait, c'est le plus pratique. C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on lui donne une ordonnance renouvelable pour 3 mois, puisque le plus souvent, vous allez le revoir tous les 3 mois. Et le plus simple, c'est que sur l'ordonnance, ça soit marqué un comprimé par jour, ou alors vous pouvez marquer prise à la demande. Et après, le pharmacien pourra lui expliquer. Les pharmaciens sont bien sûr des partenaires très importants dans la prescription de la PrEP et la plupart d'entre eux sont déjà familiarisés avec la PrEP depuis quelques années. Donc, le pharmacien peut aussi fournir des conseils. Moi, pour la prescription, je fais toujours un comprimé par jour et j'explique à la personne comment la prendre. C'est plus simple, voilà, je trouve. Mais après, libre à vous de le marquer à la demande, mais c'est long à écrire. Oui, mais c'est surtout que si on est hors AMM, la personne risque de ne pas bénéficier du Non, pas du tout, remboursement. pas du tout, puisque c'est dans les recommandations françaises et la recommandation de la HAS. Donc, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Merci. Alors. Jean-Michel, il faut peut-être préciser pour ceux qui ont une hépatite B active, qui sont porteurs chroniques d'hépatite B, il faut donner un schéma permanent, quoi. Alors, on est revenu un peu là-dessus dans les dernières recommandations de l'OMS en disant que finalement, comme le médicament il est efficace contre l'hépatite B, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est prendre en charge l'hépatite chronique B. Et finalement, il n'y a pas de contre-indication à donner la PrEP à la demande. C'est que simplement, c'est pas logique puisque on devrait donner un traitement continu. Mais c'est pas grave de donner la PrEP à la demande. Il faut simplement après prendre en charge l'hépatite B et savoir s'il y a une indication à un traitement d'hépatite B. Il y a un certain nombre de personnes qui ont une hépatite B qui n'ont pas d'indication au traitement. Donc voilà, aujourd'hui l'OMS est revenu là-dessus en disant que ça ne devait plus être une contre-indication pour que justement on favorise l'utilisation de la PrEP. L'intérêt d'avoir à la demande ou en continu, c'est que ça donne aux gens plus de choix et plus d'options. Et que certaines personnes qui seraient un peu réticentes à prendre tous les jours un traitement parce qu'ils ont des rapports à risque une fois de temps en temps, l'idée c'est de leur permettre de prendre une PrEP qui corresponde à leurs besoins. Ceux qui ont des rapports à risque tous les jours, il faut qu'ils prennent la PrEP tous les jours, bien sûr. Et bien sûr, là, on a parlé beaucoup des homosexuels masculins. L'enjeu des années à venir, c'est qu'on favorise l'utilisation de la PrEP également dans les populations, encore une fois, qui ne souhaitent pas utiliser le préservatif et qui ont pourtant un risque de contamination par le VIH, notamment les populations, on va dire, qui sont dans les dom-toms, d'Afrique subsaharienne, ou qui sont dans des communautés où le virus circule. Et on a là les mêmes débats qu'on a pu avoir avec la pilule dans les années 70. Et je crois qu'il faut sortir de la stigmatisation aussi que peut représenter pour certains la prise de PrEP. Ce n'est pas forcément des gens qui ont une vie sexuelle, on va dire, débridée qui prennent la PrEP, ce sont des gens qui veulent se protéger du VIH. Et je crois que c'est très bien et qu'il faut les encourager et les accompagner. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit. Ça veut dire que à quelle personne, en fait, on va le proposer? On va ouvrir la discussion sur quel type de patient? Est-ce qu'à chaque jeune que l'on croise, à qui on parle de prévention, de protection, on évoque la PrEP ou est-ce qu'il faut cibler un peu plus finement? Écoutez, je pense que vous avez raison, ça c'est une question délicate parce que vous allez être dans une situation différente de la nôtre à l'hôpital. À l'hôpital, nous avons des consultations PrEP. Les gens qui viennent, ils viennent chercher la PrEP. Vous, c'est différent et c'est justement très complémentaire puisque vous allez être en amont.
vous allez faire de l'information. Et je pense que faire de l'information sur la PrEP, que les gens sachent que ça existe, ça peut déjà être très utile. Si ce n'est pas pour eux, c'est peut-être pour leur relation sociale, leur réseau social. Et je pense que c'est à vous d'évaluer jusqu'où vous pouvez aller dans la discussion. C'est vrai que si quelqu'un est un homme gay, là, je dirais qu'il y a vraiment besoin d'une discussion approfondie. Je crois que ça dépend un petit peu du type de personne que vous avez, si c'est quelqu'un qui a des partenaires multiples, qui a des IST. Et je crois que la PrEP, comme la prévention du VIH, doit s'intégrer dans une discussion globale sur la santé sexuelle. C'est-à-dire, pas seulement parler que du VIH, mais plutôt c'est le VIH au sein des IST. C'est-à-dire, si vous avez des partenaires multiples, est-ce que vous mettez le préservatif? Sinon, savez-vous que vous avez des risques d'IST? Est-ce que vous avez été déjà dépisté? Et pour le VIH, savez-vous qu'il existe des moyens de se protéger du VIH à côté du préservatif? Voilà, je dirais, ça permet d'ouvrir la discussion sur les comportements sexuels des gens. Pas toujours facile, parce que je sais que vous êtes aussi très pris, voilà, votre disponibilité, elle n'est pas extensible. Et donc, je pense que ça peut être au cas par cas, que vous pouvez avoir le temps ou pas le temps d'aborder cette discussion. D'accord, merci. Alors, on me dit quel est le coût pour le patient. Le coût du traitement, c'est 0. Il ne paye rien. Par contre, il a un petit coût sur les tests et notamment les dépistages des IST, où ça n'est remboursé qu'à 60% par la sécurité sociale, à moins que la personne aille faire ses tests en Cégide. Mais là, il faut qu'il fasse la queue. Sinon, c'est le test de dépistage des IST. La sérologie VIH, ça coûte 3 fois rien. Donc, voilà. Alors, oui, alors je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il n'y a pas de remboursement pour les total pour les tests sur les IST, c'est en discussion. Il y a forcément un reste à charge pour les patients qui est variable. Alors, il y a des laboratoires qui font des prix, ça vous les connaissez mieux que moi. Voilà, il n'y a qu'à favoriser cela. Après, tout le monde n'est pas obligé d'avoir des tests sur les 3 sites tous les 3 mois. Hein. Ça, c'est à évaluer en fonction du nombre de partenaires, du type de rapport sexuel, par exemple. Les gens peuvent aussi aller faire leurs tests en Cégide, où là, ça sera gratuit. Je regarde ce qu'il y a d'autre comme question. Donc, je lisais. Alors, l'accès direct à la PrEP en pharmacie aux États-Unis, comme la pilule du lendemain en France. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là encore en France, mais finalement, l'accès est assez simple. Bon, il faut une prescription. Aujourd'hui, on n'a pas de médicaments sans prescription, donc il faut bien passer par un médecin. Et je crois que c'est quand même souhaitable, parce qu'on ne veut pas là que, si vous voulez, la PrEP puisse être utilisée par des gens qui sont déjà infectés. Et quand même, il y a un accompagnement nécessaire, une éducation, un suivi des autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, ce qu'on propose, c'est une prise en charge globale, ce n'est pas juste le VIH. Donc, du coup, je pense que, voilà, on n'en est pas encore là à la prescription libre en pharmacie. Peut-être qu'on y arrivera. Peut-être que dans quelques années, on aura des modalités de PrEP avec des traitements sans aucune toxicité du tout et que ça pourrait être au distributeur, comme les préservatifs. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On est encore qu'au début. Hein. On n'est que, comment dire, voilà, ça fait que 5 ans que c'est autorisé en France. Bon, voilà. Je crois qu'on a essentiellement jusqu'à présent ciblé la population homosexuelle masculine. Je pense qu'il est temps d'élargir ça à d'autres populations qui pourraient et qui devraient en bénéficier. Dans le monde, notamment en Afrique, hein, ce sont surtout les femmes qui utilisent la PrEP. Jean-Michel, il y a un bénéfice secondaire de la PrEP, c'est le dépistage qui est fait de manière régulière. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait. À la fois le dépistage, comme tu le dis, avant de démarrer la PrEP, et c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle, on arrive à identifier des gens qui sont infectés peut-être depuis longtemps, qui ne le savent pas, qui n'ont pas voulu faire de test, ce qu'on appelle l'épidémie cachée du VIH, qui est probablement une source, un réservoir de l'épidémie, et puis aussi en cours de suivi, comme les gens sont dépistés tous les 3 mois, dès qu'ils sont infectés, en fait, ils sont diagnostiqués, on va dire, dans les 3 mois le plus souvent.
le délai moyen aujourd'hui de diagnostic chez quelqu'un qui a été contaminé par le VIH, c'est 3 ans. Donc là, on voit qu'on raccourcit ce délai et que ça permet aussi de réduire le risque de contamination, évidemment. Donc, on va dire que logiquement, si on arrivait à bien cibler avec la PrEP les gens qui sont à risque de contamination de par leur comportement, on devrait arriver à réduire le nombre de contaminations en France et arriver à faire régresser cette épidémie. Comme je vous le dis, quand on aura des implants ou des produits injectables de longue durée d'action, eh bien, ce sera plus simple pour les gens. Ils n'auront pas à se rappeler à prendre des comprimés, ils auront un implant une fois par an ou une injection tous les 6 mois. Et si ça démontre son efficacité, ça sera aussi un gros progrès. Il y a des questions, Jean-Michel, sur les adolescents à partir de quel âge? Oui, alors je ne sais plus très bien quelle est la définition d'un adolescent. 15 ans. D'accord. Donc je dirais que si c'est un adolescent qui a des rapports sexuels à risque, il n'y a pas de raison qu'on l'empêche d'avoir la PrEP. Le Truvada est utilisé chez les enfants pour le traitement d'infection par le VIH. Donc c'est un médicament qui est très bien toléré. Donc il n'y a pas de contre-indication, au contraire. Après, c'est une question, bien sûr, de bon sens de le prescrire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a même un gros déficit d'information des gens. Je le vois bien avec mes enfants. Chez leurs amis, il y en a peu qui sont au courant encore de ce que c'est que la PrEP, alors que ça fait 5 ans que c'est disponible en France, gratuit. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de campagne de promotion du gouvernement. Il y a une sorte de réserve, de tabou sur tout ce qui est sexuel. Même des campagnes de prévention avec le préservatif, on n'en voit plus maintenant. Et je ne pense pas que c'est pendant les élections présidentielles que nous allons avoir des campagnes sur le préservatif ou la PrEP. Ça m'étonnerait beaucoup. Les candidats ont trop peur des réactions négatives. Donc, il n'y aura pas de… m'étonnerait qu'un des candidats s'empare du sujet. Et pourtant, l'épidémie en France, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'à l'hôpital, on a régulièrement, bien sûr, des patients qui meurent du sida. Et il y a encore… les gens ont l'impression que c'est fini, que le sida, c'était les années 80 et qu'il n'y en a plus. Voilà. C'est ça qui est quand même ennuyeux. On voit régulièrement des nouvelles contaminations. Ça, malheureusement, et peut-être même un peu plus depuis que les gens reviennent consulter un peu après le Covid. Là. Alors, il y a une question sur la nécessité d'un accord parental pour les adolescents. L'accord parental n'est pas obligatoire. Hein. Par contre, il faut un adulte qui soit informé. Oui. C'est bien ça, hein, Jean-Michel? Je crois bien que c'est ça. Les adolescents, je n'ai eu qu'une seule fois ce cas de figure où c'est une mère qui est venue avec son fils et sa fille d'ailleurs, et c'était la mère et la sœur qui étaient les plus inquiètes pour le jeune homme et qui voulaient s'assurer qu'il prenait bien la PrEP pour qu'il soit protégé. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est que ça peut apparaître sur le relevé de sécurité sociale des parents. Oui. Et la démarche pour éviter ça est un peu complexe. Mais elle est faisable. Et c'est vrai que dans les Cégide en particulier, ils peuvent délivrer la PrEP pour les personnes dans ces situations, sans que les gens n'aient besoin d'aller à la pharmacie. Ils ont des stocks qu'ils peuvent utiliser pour ça. Ou pour les personnes qui seraient en situation de précarité extrême et pourtant exposées. Alors, on n'en a pas parlé, mais sur les aspects du coût, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher de prévenir le VIH avec la PrEP que de traiter une personne infectée par le VIH. Hein. Le coût d'une personne infectée toute la vie, puisque maintenant l'espérance de vie est pratiquement normale, est évidemment très important. Il y avait une question sur les femmes là qu'on a squeezées. Je ne la retrouve plus du coup. Attends, pardon, je ne la retrouve plus. Oui, c'est des femmes qui voient leur mari revenir au pays et qui sont inquiètes. Est-ce que c'est une bonne indication? Je crois, oui. Je crois même que c'est une forte indication. On avait fait des études dans les salons de coiffure africains et les femmes étaient très intéressées. La difficulté, c'est qu'elles viennent consulter à l'hôpital, ce n'est pas évident, quoi. C'est plus facile chez le médecin. Le généraliste, c'est plus facile, évidemment.
Faire la démarche de venir à l'hôpital, il faut déjà être motivé. Aller voir le médecin qu'on connaît bien, c'est beaucoup plus facile. Et puis à l'hôpital, c'est moins confidentiel. Bon, voilà. Les gens qui viennent en consultation de PrEP, ils savent pourquoi ils sont là. Donc, je pense que effectivement, le médecin de ville va pouvoir toucher une population sûrement différente. Et encore une fois, ne serait-ce que l'information, c'est très important. Aujourd'hui, on a ce déficit d'information. Il y a une question de Marianne aussi. Oui, alors, si la prise en discontinu, que le patient revient nous voir au bout de 6 mois, non, j'allais dire, pour l'instant, les rendez-vous, c'est tous les 3 mois. Peut-être que dans le futur, on espacera, mais aujourd'hui, c'est tous les 3 mois. Les gens viennent assez régulièrement. Le bilan des IST, il n'est pas obligatoire tous les 3 mois. Il dépend du risque d'IST qui dépend lui-même du nombre de partenaires différents. Donc, voilà, si vous n'avez pas fait les IST au bout de 3 mois, vous les faites au bout de 6 mois, ben vous les faites au bout de 6 mois. Ça, ce n'est pas grave. Simplement, si vous n'avez pas vu la personne tous les 3 mois, il est sûr que quand vous la voyez au bout de 6 mois, pas question de represcrire si vous n'avez pas un test récent du VIH négatif. Là, c'est par le test de VIH qu'on tient la prescription. Pas de test VIH, pas de renouvellement de prescription. Alors, au pire, on pourrait imaginer que vous puissiez avoir au cabinet des tests rapides et vouloir faire un test rapide. Mais bon, ça prend du temps. Voilà, ce n'est pas très pratique. C'est plus simple que la personne ait fait son test avant de venir. Et pour ça, on leur envoie, voilà, avant la première consultation, pour ceux qui le souhaitent, une ordonnance, ou sinon, ben, ils viennent prendre leur ordonnance et puis, bien entendu, ils ont l'ordonnance d'une fois sur l'autre. Il y a aussi les autotests maintenant, mais c'est vrai qu'ils sont moins sensibles. Oui, je crois que là, pour la PrEP, en tout cas en France, on recommande des tests de 4e génération qui permettent justement de mieux détecter les infections par le VIH plus récentes. Parce que les autotests ne dépistent pas les primo-infections. Le test de 4e génération est plus performant pour ça. Donc, pour l'instant, on en est sur le test classique. Alors, augmentation des IST sous PrEP. Bon, là, c'est la question des détracteurs, on va dire, de la PrEP, pas seulement. Mais comme vous l'imaginez, la PrEP, il y a eu beaucoup de détracteurs au début. On a dit que ça ne marchait pas. Puis, on a eu les données d'Hypergay et de l'essai anglais. Après, on a dit que ça coûtait trop cher. On a eu les génériques. Puis, on a l'impact sur, finalement, les études de coût-efficacité. Et puis, les IST. Alors, sur les IST, c'est assez simple. L'augmentation des IST qui est réelle, elle date de bien avant la PrEP. Elle date des années 90, 95, quand on a eu les trithérapies et que les gens ont eu moins peur du VIH et ont commencé à délaisser le préservatif. Et donc, les augmentations des IST, on les voit avant la PrEP et toujours sous PrEP. La PrEP, alors, est-ce que la PrEP peut favoriser une diminution des IST? J'ai envie de vous dire oui, parce que grâce à la PrEP, on fait un dépistage des IST plus régulier et un traitement. Dépistage plus régulier et traitement précoce, on s'est rendu compte comme ça qu'on dépistait 85% d'IST asymptomatiques. C'est comme pour le VIH. Si vous dépistez les gens, si on devait diagnostiquer et traiter que les gens au stade de sida, l'épidémie serait massive. Heureusement, on fait du dépistage de gens asymptomatiques pour le VIH. Et bien pour les IST, c'est pareil. La PrEP permet de faire un dépistage d'IST chez des gens qui d'habitude ne vont pas consulter. Ça permet de les traiter plus tôt et donc d'éviter les transmissions à la partenaire. Il y a des modèles qui montrent que ça pourrait avoir un impact sur faire régresser l'épidémie des IST. Et en France, on a des données, notamment sur la syphilis chez les homosexuels masculins, qui ne cessaient d'augmenter ces dernières années. Et depuis 3 ans, ça s'est stabilisé et même ça baisse. Et pourquoi ça baisse? Il y a plusieurs explications, bien entendu. Moi, j'en ai une, c'est qu'à force de dépister et de traiter les IST dans cette population par la doxycycline pour les chlamydia, par la cétriaxone pour le gono, par l'extensiline pour la syphilis, il y a une telle pression sur la syphilis qu'on a fait diminuer les cas par le dépistage et le traitement répété. Et donc, voilà. Alors, la PrEP permet aussi, on fait beaucoup de recherches là-dessus, de tester des interventions de prévention des IST pour voir comment dire, faire diminuer ces IST. Il faut dire que grâce à la PrEP,
on reparle des IST, parce que jusqu'ici, les IST, tout le monde s'en moquait. Et ce n'est que depuis la PrEP que les détracteurs de la PrEP ont mis en avant le risque d'IST. Donc, je crois qu'en réalité, ce risque existait depuis bien longtemps, mais personne ne s'en préoccupait, et que la PrEP a fait sortir du placard un peu les IST, et du coup, on s'y intéresse à nouveau, et à nouveau des recherches sur les IST, et ça, c'est grâce à la PrEP, et beaucoup de programmes de santé dans le monde maintenant et d'organismes de recherche associent le VIH et les IST, c'est logique, le VIH, c'est une IST. Donc, du coup, on met un peu plus l'accent sur ce phénomène des IST. Et moi, j'ai appris et j'ai découvert les IST avec la PrEP. Je ne les connaissais pas et je n'imaginais pas qu'il y ait autant d'IST asymptomatiques. Et on peut comprendre facilement que si les gens ont des IST qu'elles ne sont pas dépistées, qui continuent à avoir des rapports sans préservatif, ils vont disséminer les IST. Que de les dépister et de les traiter, parce que les IST, au moins, ça guérit, eh bien, on doit pouvoir là être efficace. Je ne vois plus, Je ne vois plus de nouvelles questions, mais il est déjà un peu tard après une journée de travail, donc on peut comprendre. Moi, j'ai une dernière question, c'est est-ce que vous pourriez rappeler quelle est la différence quand est apparu le test de 4e génération sur le VIH? Est-ce qu'il y a une prescription particulière? J'ai pas, il y a juste à noter VIH. Oui, c'est sérologie, c'est ça. Sérologie VIH 1+2 sur un test, et c'est forcément le test de 4e génération qui est fait en France. Okay. Ça veut dire le test de 4e génération, il combine la détection des anticorps et de l'antigène P24, qui est en fait l'antigène viral, qui est présent quelquefois avant que les anticorps ne soient détectables. C'est pour ça que le test de 4e génération permet de détecter éventuellement la primo-infection avant qu'on ait l'apparition d'anticorps. Le test de 4e génération, il fait en fait antigène-anticorps. D'accord, l'antigène P24, je le mettais à côté, donc c'est pas nécessaire. C'est plus la peine. Donc, vous n'avez plus besoin. Quand vous prescrivez le test de 4e génération, vous avez prescrit en même temps la sérologie VIH et le test P24. C'est combiné. D'accord. Et au niveau des chlamydia, vous avez parlé d'oxycycline. C'est plus recommandé que l'azithromycine sur le traitement? Oui, c'est un peu plus efficace. Après, vous avez le traitement minute, évidemment, oui, avec l'azithromycine, mais pour les infections à chlamydia anales, par exemple, en tout cas qui sont asymptomatiques, on préfère une semaine de traitement, c'est un peu plus efficace. Maintenant, si la personne n'est pas prête à prendre une semaine, il reste l'azithromycine. Pour les chlamydia, ça reste très efficace. Par contre, ça ne marche pas très bien sur le gonocoque. D'accord. Mais là, vous pouvez avoir, peut-être qu'on pourrait le mettre, Willy, sur le site du Corévi, les dernières recommandations sur les IST, éventuellement, de la Société française de dermato, ou même dans le… Voilà. Vous trouvez ça en ligne aussi, les recommandations du CDC de 2021, les recommandations européennes, vous trouvez ça assez facilement. Et puis, il y a je pense que dans le site que vous avez peut-être VIH Click, l'application, vous avez aussi toutes ces infos, je crois. Très bien, merci. Les recommandations pour le traitement des IST viennent de changer, quoi, hein, ou sont en cours de changement. Est-ce que vos esprits sont remplis de satisfaction de ce qui a été fait? Voilà, de toute façon, encore une fois, vous avez la possibilité d'approfondir encore vos connaissances en allant sur le format PrEP, dont vous avez les liens sur le site des Corévi. Vous pouvez nous contacter sur tous les numéros qu'on vous signale sur le site. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez en savoir plus avec l'un des sites qui offre des stages entre guillemets. Et puis, voilà, on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé aux réunions en Intercorévi. Je voudrais aussi remercier Anastasia Sarkis qui a organisé tout ça. Et bien entendu Jean-Michel, qui est un promoteur de cette nouvelle stratégie pleine de succès. Et grâce à vous, en tout cas, qui pourra être étendue à une dimension
significative et nécessaire. Bon courage en tout cas. Merci Willy. En tout cas, ce que je peux rajouter, c'est que c'est sympathique de faire ces consultations parce que les gens sont contents de pouvoir bénéficier de cette prévention et d'être pris en charge. Et donc, c'est vraiment très plaisant. Je dirais que ça change des consultations habituelles. Donc, voilà, du coup, je pense que vous y trouverez beaucoup j'espère, vous aurez beaucoup de plaisir à réaliser ces consultations. Alors, il est possible que sur les sujets de santé sexuelle, auxquels les Corevis sont chargés d'essayer d'apporter un peu de promotion, nous vous sollicitions, enfin, nous puissions vous proposer encore d'autres formats un petit peu sur le même type que celui de ce soir. Donc, comme nous avons vos coordonnées, il est possible que nous puissions vous envoyer des informations ou vous ressolliciter pour d'autres formations autour de la santé sexuelle, si vous en êtes d'accord, bien entendu, si vous êtes intéressé. En tout cas, bonne soirée à tout le monde et merci de votre présence. Et bon courage pour la suite. On compte sur vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.